dans ces cas-là, c'est ma vie l'aventure. Ma vie c'est une aventure, je sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais moi l'aventure c'est quand je suis sur ma moto quand même. Et ce qui est incroyable c'est que la semaine d'avant j'avais pris le départ du bol d'or où tu as une pression quand même de malade. Voilà, tu sais que c'est filmé, il y a du live, tu as ton équipe derrière le muret. Tu prends le départ, bon voilà, c'est émotionnel quoi. Mais j'ai eu beaucoup plus d'émotions pour partir à l'aventure la semaine d'après avec ma 125 pourrie sur lequel on devait traverser toute l'Europe et voyager avec rien parce qu'on partait avec des duvets, on n'avait pas de plan pour dormir, on ne savait pas par où on passait, on a fait 3 km, on était perdu dans la montagne, on a sorti les cartes et on partait comme ça. Ça c'était pour moi l'aventure, mais c'est la course qui veut ça quoi en fait, c'est cette ambiance qui règne là-bas qui fait que tu es obligé de revenir sur terre parce que tu n'es pas sûr d'y rester longtemps à ce moment-là. Ça peut tout, en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Donc il y a un respect vraiment qui est énorme envers les pilotes et c'est une expérience de vie, une vraie aventure. Et action. Banzai. Banzai. Serge, merci de venir sur cet espace de voyage et au S2R et sur Rider Radio. C'est un podcast qu'on peut écouter et qu'on peut voir aussi sur YouTube. Et en fait, je suis très heureux de t'avoir ici parce que j'ai grandi avec tes vidéos et ces fameuses vidéos où on te voit faire un peu n'importe quoi. Et là, te voir en face de moi, c'est un vrai honneur. Donc, je suis très, très, très content. Et sur Rider Radio, il y a un élément qui est très important, c'est l'aventure. Et moi, je vais te demander, quelle est ta définition de l'aventure ? Dans ces cas-là, c'est ma vie l'aventure. Ma vie c'est une aventure, je sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais moi l'aventure c'est quand je suis sur ma moto quand même. Et c'est l'au-delà, c'est la liberté, c'est le plaisir de rouler. Tout seul, en groupe, en compétition, c'est toujours une aventure aussi. Donc c'est un petit peu tout quoi quelque part. Est-ce que dans cette définition, toi, tu te sens aventurier ? Ou non, je suis un faux aventurier. Comme il y a des, il y a parfois des vrais faux trailistes, c'est-à-dire que les mecs ils s'équipent, mais ils n'ont jamais été vraiment plus loin que la rue du quartier. Donc oui, j'ai pas fait des super voyages, mais grâce à la moto et les compétitions moto, j'ai pu voyager un peu dans le monde entier. J'ai fait tous les continents, mais c'est une aventure toujours liée à la moto. Mais c'est grâce à elle que j'ai pu faire cette aventure. Donc voilà. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, moi, je te connais depuis un bon moment maintenant. En 2-3 mots, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis Serge Nuc, mais celui que tu connais mieux que moi, c'est le chevalier du Groenland. C'est C'est vrai. lui le chevalier du Groenland, le méchant qui fait des conneries, qui dit des gros mots, qui a gagné plusieurs fois le Tour de France moto, qui a été champion de France des rallyes routiers. Et c'était bien parce que je joue avec deux personnages. J'ai un qui fait le con et moi je suis con aussi quelque part, mais c'est pas sur le même reflet. Et souvent, maintenant, dans un salon comme ici, les gens qui me croisent, ils me disent hey, salut chevalier. C'est pas Serge ou Monsieur Nuc, c'est chevalier quoi en fait. Tu resteras chevalier toute ta vie, de toute Toute façon. ma vie, ça fait 20 ans que je suis chevalier du Groenland. J'avais été nommé à l'époque par le président Salengro devant la cathédrale de Reims. Mon but, c'était d'humilier les Français sur le Tour de France moto, chose que j'avais faite puisque j'avais gagné le Tour de France moto avec plus d'une minute d'avance. Donc dans la dernière spéciale, j'avais une poupée gonflable. Je me suis arrêté pour lui payer une bière et malgré ça, j'ai gagné la course. Donc c'était une humiliation totale des Français chez eux. Et depuis, c'était parti d'une boutade où quelque part on était là pour s'amuser. Et c'était moi, j'allais dans un esprit de compétition. Et quand on arrive à lier la compétition et le résultat et la dérision, c'est le pied complet. On va revenir sur cette partie de ta vie que tu as vécue et cet axe un peu folie, compétition qui m'intéresse beaucoup aussi mentalement parce que j'ai comme l'impression que cette folie, elle t'a permis aussi de faire des choses incroyables. Donc on va sans doute revenir dessus. Mais un petit peu en off, on a parlé d'une aventure que tu as vécue, un vrai voyage. Tu m'as dit que tu es parti dans d'autres contrées. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une période où justement j'ai fait beaucoup de courses. Quand j'ai fait les mototours, j'avais fait même le Tourist Trophy en 2005. Et dans cette période-là, j'avais un besoin d'aventure, mais pas forcément sur un monstre. Et ce qui m'a plu, c'est que je pense que je suis parti avec la moto la moins chère du plateau. C'est-à-dire que j'ai acheté une moto qui coûtait 600 €. C'était un 125 DTMX que j'ai été chercher au fin fond de l'Auvergne. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai retapé et on partait pour une course virtuel ou réel, parce qu'avec Roland, c'est toujours virtuel ou réel, qui s'appelait Groville-Istanbul. C'était vraiment un départ style 24 heures du Mans.
et on partait avec des 125 DTMX et contre des 125 XL pour prouver la valeur de Honda face à Yamaha. C'était un petit peu ça le délire. Et ce qui était incroyable, c'est que la semaine d'avant, j'avais pris le départ du bol d'or où tu as une pression quand même de malade. Voilà, tu sais que c'est filmé, il y a du live, tu as toute ton équipe derrière le muret. Tu prends le départ, bon voilà, c'est émotionnel quoi. Mais j'ai eu beaucoup plus d'émotions pour partir à l'aventure la semaine d'après avec ma 125 pourrie sur lequel on devait traverser toute l'Europe et voyager avec rien parce qu'on partait avec des duvets, on n'avait pas de plan pour dormir, on ne savait pas par où on passait, on a fait 3 kilomètres, on était perdu dans la montagne, on a sorti les cartes et on partait comme ça. Ça, c'était pour moi l'aventure qui m'a fait quelque part plus triper au moment émotionnel que le bol d'or la semaine d'avant, quoi. Comment ça se fait? Comment tu expliques que ça t'a créé plus d'émotions que le bol d'or? Ben, parce que le bol d'or, c'est une équipe, c'est-à-dire que toi, tu pars avec ta moto de course. Si jamais tu as un souci, que tu tombes dans le premier tour, tu t'arrêtes dans les stands, tu files ta moto aux mécanos, ils vont tout te réparer. Là, tu pars avec un 125, c'est toi qui l'as révisé, tu sais que tu dois traverser l'Europe, mais tu n'es pas sûr d'y arriver dans toutes les conditions. Mais comme moi, je suis un petit peu un farfelu, ben, j'avais prévu des pistons de rechange, alors que j'ai rien changé, mais j'ai changé quand même pas mal de choses. Parce qu'on partait de La Roche-Saint-Secret, c'est un petit village en Ardèche, je crois, hein. Et en fait, on avait quand même les Alpes à traverser. Et j'avais prévu de changer mon pignon, moi, de sortie de boîte pour que la moto aille plus vite que la concurrence, que les Honda dans les montées. Bon, déjà, à cet endroit-là, on s'était complètement égaré. Et notre lieu de rendez-vous, où on s'était donné rendez-vous à mi-course, on va dire, c'était Sarajevo. Et Ah ouais. tout a redémarré là-bas. C'est-à-dire que jusqu'à Sarajevo, on a été plus ou moins en individuel. C'est-à-dire que les DTMX et les XL avaient pris leur chemin et on s'est retrouvés là-bas au fin fond de ce pays-là, barge, quoi. Au final, tu dis que ça t'a créé des émotions, peut-être un peu de peur parce que c'est l'inconnu. Parce que sur circuit, j'imagine que tu as, comme tu l'as dit, avec les mécanos, avec le circuit, etc. C'est des choses que tu maîtrises. Là, c'est des choses que tu maîtrises peut-être un peu moins. Donc c'est peut-être ça aussi qui te crée un peu de crainte. Ouais, qui est de peur et qui m'a pris les De tripes peur. aussi, ouais, de Tu peur. de peur, ouais. De peur, ouais. Ça, c'est quand même dingue Ben, de parler de peur alors que tu es un mec qui a fait le Tourist Trophy à plus de 300 mais km/h. j'ai eu peur, j'ai eu peur, il faut pas se voiler la face. On joue avec la peur. Ce qui nous fait des sensations en moto, c'est qu'il y a déjà un travail d'équilibre, donc de peur de tomber quelque part. C'est déjà dès que tu démarres. Mais on joue avec cette sensation-là et le but, c'est d'avoir moins peur que les autres à certains moments. Ou avoir autant peur, mais pas le faire montrer. De le Mais, maîtriser. mais voilà, et quelque part, justement, cette aventure-là avec des 125, elle m'a fait peur parce que ben, tu maîtrisais pas la fiabilité forcément. Les endroits où on a été, ben, je les maîtrisais pas non plus. J'avais jamais été dans ces pays-là. Et c'est clair que quand on est arrivé de nuit, vers 3-4 heures du matin à Sarajevo, après une étape de 700 bornes, on était dans le brouillard. On avait fait 250 km de route de montagne. Là, tu arrives à Sarajevo. Quand le jour se lève et que tu vois tous les bâtiments ruinés par la guerre, tu dis waouh, on a rallumé la lumière, il s'est passé un truc là. Ouais. Donc j'avais vraiment la sensation d'être passé dans un autre monde, toujours pareil avec ma moto de 600 balles. Donc Ouais. elle est pas loin l'aventure, hein. Pour moi, Sarajevo, je crois que c'était 2 jours de voyage en DTMX. Donc allez-y, c'est pas loin. Ouais, c'est pas C'est loin. accueillant comme pays. Ça sent un peu le charbon l'hiver parce qu'évidemment, cette épreuve-là, on l'avait faite au mois de décembre pour être sûr de rencontrer des conditions difficiles, du froid, de la pluie et Il fallait de que la ça soit neige quand même dur. pour que ça soit dur. Ouais. Que ça soit dur. Comment t'es accueilli parce que c'était en quelle année ça? C'était Ça, c'était en 2006, en fait. 2006, ouais. Mm. Donc ouais, c'était un peu encore en reconstruction, tout ça. Donc, Ouais, ouais. et toi, vis-à-vis de la population, tu as pu faire des rencontres? Comment ça s'est passé? Mais c'était quand même une course, donc Ouais. on allait le plus vite possible. Donc dans les stations, c'est le seul moment Ouais. quand on ravitaillait les motos, qu'on rencontrait des gens. Et c'est là qu'on a pu créer un petit peu des liens, des micro-liens, quoi, en fait. Sinon, c'était plus un travail d'équipe entre nous. Et l'objectif, c'était Istanbul. Istanbul, les premiers arrivés là-bas, mais par équipe. Donc, si une moto cassait, le but était de démonter la moto, amener le cadre, et on avait le droit d'être à 2 sur la même moto, mais avec le cadre de la moto qu'on avait abandonné. C'était dans les règles. Il y avait quand même un règlement. Il y avait quand même un règlement. C'est arrivé ça ou pas? C'est pas arrivé. Ouais, c'est pas C'est arrivé. pas arrivé. Toi, tu as eu des galères, toi, en termes mécaniques? Non, pas trop. Oui, avec de la lumière. La lumière s'est coupée. Alors tout ça, c'est un faisceau de 6 volts, pour ceux qui connaissent les DTMX. Pas facile à remettre en place. Donc quand tu démontes ton phare, il y a des fils de partout. Et ouais, mais de toute façon, au bout d'un moment, tu es obligé de trouver la solution, sinon tu peux plus avancer. Donc on a trouvé le fil qui allait bien et ça a remarché. Alors avec une DTMX, on va pas à des vitesses folles, mais est-ce que toi, tu t'es fait peur? Alors moi, je te dis ça à toi, alors que tu as fait Non, des- j'ai encore fait
fait peur plus à des gens que j'ai eu peur. Mais à un moment donné, je sais que cette épreuve-là, ou pas épreuve, mais cette étape pour arriver à Sarajevo, c'était tout de nuit et on voyait vraiment rien. Bon, moi j'ai une vue qui était quand même très bonne à l'époque, la nuit ou sur les courses de rallye routier, j'ai fait des performances souvent la nuit et là effectivement je voyais encore. Mais les mecs qui étaient avec moi, dès qu'ils voyaient plus mon feu arrière, ben, ils s'arrêtaient sur la route parce qu'ils me disaient Serge, là, on arrête là, c'est pas possible, on peut plus rouler quoi. Il y a que toi qui vois, comment tu fais. Bon, mais je me fiais par rapport aux lignes que je voyais de chaque côté, un peu avec les pieds. C'était des routes glissantes et ça restait quand même des 125. Mais j'ai mis quand même des gens parfois presque en danger parce que je les ai obligés à rouler et à tracer quand même parce que le but c'était d'avancer, d'avancer, d'avancer. Il y avait cette idée de course et en fait je De trouve ça course. hyper cool au Hein. final de se dire tiens premier à Istanbul, le concept il est fou. Vous étiez combien au final? Euh, les XLS étaient 4 et D'accord. nous on était 5 avec les Ouais, DTMX. donc c'était petit groupe Ouais, quand même. c'était petit groupe. Ouais. Et là on se retrouve à Sarajevo, donc de nuit tout ça. Et après c'est quoi la suite? Et après, on repart direction donc, la Turquie. Il fallait traverser la Serbie. Moi, quand j'ai vu un petit peu l'état de la Bosnie avec des bâtiments détruits, d'ailleurs, c'était nos hôtels parce qu'en fait, comme on n'avait pas prévu de quoi se loger, on dormait dans des maisons détruites de la guerre. Ah ouais. Donc d'ailleurs, on faisait même du franchissement. On montait dans les escaliers de nuit. Je me rappelle de scènes où dans des vieilles gares désaffectées. Donc on dormait par terre à même le sol le moins souvent possible, moins longtemps possible, on va dire, parce que le but était quand même de tracer. Mais on a fait quand même pas mal de clandestins dans des maisons un peu toutes fracassées. Quoi. Ça, c'est génial que tu nous dises ça parce qu'au final, on connaît beaucoup de choses de toi sur la compétition, mais ça, t'en avais jamais vraiment parlé au final, ou ça s'est jamais vu, c'est pas publié. À l'époque, ouais, ça avait été relayé par Motonet. D'accord? Et je crois qu'encore on trouve même les articles qui truquent parce que c'était le Mais début c'était des. pas filmé par contre. Non, non, Ouais. il y avait quelques photos qu'on balançait qui étaient relayées quoi, Mm. dans des endroits un petit peu étranges là où on était. Ouais. Et donc après, arrivé à Istanbul, il y a eu le résultat, c'était peut-être pas le plus important, mais Non, ouais, ça a voilà. donné quoi? Parce qu'en fait, c'était. Il y en a qui ont tenté de la jouer en individuel, mais ça comptait pour rien en fait. Individuel, c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, techniquement, c'est les XL qui sont arrivés en premier, et dans le jeu des individuels, c'est moi qui suis arrivé en premier. Mais Ah bien. ça comptait pour rien. Il y a quelque chose qui me fascine chez toi, c'est ton côté folie, délire et à la fois hyper compétiteur, rapide. Comment tu arrives à mener cette danse entre l'insouciance d'aller dire ah, allez on va à Istanbul, mais à la fois d'aller au Tourist Trophy. Là je fais un petit twist avec le Tourist Trophy, on revient un petit peu à ce que tu faisais aussi beaucoup. Comment tu mènes un peu cette musique, cette danse entre la folie et aussi la sécurité et la compétition? Bah, il y a plein de choses parce que justement j'ai quelque part aujourd'hui deux personnages, la folie on va dire et l'humour, la dérision et parfois la performance c'était le chevalier et à côté Serge Nu c'est quelqu'un de professionnel. Aujourd'hui moi je fais de l'enseignement moto, j'apprends aux gens à mieux rouler sur la route, je fais des stages de pilotage chez moi dans le Pays Basque mais aussi du côté d'Alès où je forme des gens et je fais passer toute mon expérience et mon savoir quelque part j'essaie de l'enseigner à des gens qui repartent après contents de mieux maîtriser leur machine quoi en fait. Donc il y a tout ce côté-là où il y a plusieurs facettes dans mon personnage. Quoi. Et est-ce que cette facette un peu folie, elle t'aide à appréhender une course, par exemple? Est-ce que le fait d'être délire fait que ça... Moi, je sais, alors je fais pas de course, mais quand il y a un moment de stress, bah ouais, je parle beaucoup, je délire, je rigole avec les gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'aide Ouais, à ça m'a absorber aidé. le stress? Forcément, ça m'a aidé quand je me suis retrouvé habillé en chevalier à traverser la France. J'avais un personnage qui faisait rigoler les gens. Ça m'a aidé à, voilà, à relâcher vachement de stress et des enjeux parce qu'il y avait quand même Yamaha France qui me suivait dans ces moments-là. J'étais leur pilote officiel et j'avais des résultats à faire, mais dans la dérision. Et c'était devenu un jeu quelque part. Et quand Est-ce ça que tu, marche, est-ce que tu penses que tu as été meilleur grâce à ça? ouais, je pense. C'est-à-dire que si tu Je n'avais pas été pense. chevalier, Ouais. ça aurait été plus difficile? Ouais, je pense que ça m'a aidé parce que avant d'être un pilote, on va dire, sur route, sur circuit, j'étais un pilote d'enduro. Je faisais des courses extrêmes, je faisais la Gilles Lallet classique. C'était une course vraiment où il y avait très peu de mecs à l'arrivée. Il y avait 220 partants et parfois 5-6 mecs à l'arrivée sur des courses vraiment où il y avait beaucoup d'enjeux quelque part. Et là, le stress, souvent, il me prenait le dessus. Alors qu'avec mon personnage, ça m'a toujours Ouais. servi de bouclier en fait. C'est de servir de bouclier, exactement. On a parlé de choses hyper dingues. Pour toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite?
On va revenir, c'est le Tourist Trophy en Pour fait. toi, c'est Ouais, ouais, au-dessus, c'est c'est le summum puisque comme je te disais, j'ai fait des courses extrêmement enduro, j'ai fait des courses sur circuit, des aventures, mais le plus fou que j'ai jamais vu et jamais fait, c'est le Tourist Trophy. Et aujourd'hui, je suis content, j'ai croisé Peter Hickman, on s'est serré la main parce que lui, au mec, c'est un mec humble comme tous ces pilotes-là. Et quand tu serres la poigne d'un mec comme ça, je dis putain, mais lui, il est sort du câble, mais grave de notre monde. Et c'est un respect et ces gens-là sont super accessibles, c'est ça qui est fabuleux aussi, quoi. Mais j'ai cette impression, j'ai eu la chance d'interviewer Julien Tonuti, par exemple, que tu connais bien et qui a fait le Tourist Trophy. Je crois que le point commun de vous tous qui ont fait le Tourist Trophy, c'est l'humilité. C'est quand même assez dingue quand tu parles avec vous, avec des pilotes qui ont fait le Tourist Trophy. Vous êtes tous pareils, très posés, tranquilles, et c'est facile de vous serrer la main, de discuter avec vous. Donc, ouais, c'est top ça. Merci, mais c'est la course qui veut ça, quoi. En fait, c'est cette ambiance qui règne là-bas qui fait que tu es obligé de revenir sur Terre parce que tu n'es pas sûr d'y rester longtemps à ce moment-là. Ça peut tout, en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Donc il y a un respect vraiment qui est énorme envers les pilotes et c'est une expérience de vie, une vraie aventure. Mais celle-là, elle est presque elle était trop loin parce que moi j'ai vu des gens perdre la vie, des gens tristes. Et quand je fais de la moto, c'est pour avoir la banane et pour faire rire les gens, mais rarement pour les faire pleurer, quoi, en fait. Ou alors pleurer de rire, mais ça, c'est plus rare quand même. Il y a personne qui pleure là, non, ça va? Pas de bouche à bouche à faire, non? Ça va. Tu disais que c'était une aventure, c'est une aventure humaine, le Tourist Trophy, dans le bon et parfois dans le très mauvais. C'est pour ça que tu dis que c'est la chose la plus folle, c'est parce qu'en fait, on perd des gens au Tourist Trophy. Exactement, exactement. Et depuis, malheureusement, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai fait. Entre le nombre de pilotes qui le faisaient à l'époque et maintenant, c'est plus les mêmes, hein, mais il y en a un paquet qui se sont éliminés dans leur passion, dans toujours la volonté d'aller plus vite. Mais le danger là-bas, il est omniprésent, quoi. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, voir cette course-là, c'est la chose la plus folle que vous aurez jamais vue, c'est certain. Faut que j'y aille, moi. Faut que j'y aille, Il faut que vraiment. tu y ailles. Imagine, là, je suis dans ton casque. Je suis dans ton casque, je suis au départ du Tourist Trophy. Qu'est-ce qui se passe? Et vas-y, emmène-moi sur la route, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton regard va changer. Tu as un point à aller chercher le plus loin possible. Il y a toujours une trajectoire idéale à aller chercher. Et si tu as l'impression que si tu la loupes une fraction de seconde, tu seras dans le décor. Donc, tu n'as pas le droit de merder. Donc, tu vas jeter tes yeux le plus loin possible que tu peux. Et sans arrêt, pendant 60 km, tu vas chercher à faire ça. Aller chercher l'au-delà de ce que tu peux voir, en fait. Tu aimerais voir plus loin encore pour pouvoir anticiper les choses. Mais ça va tellement vite que ça demande des années d'expérience. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois. Heu, Tant mieux, je sais pas où peut-être, si c'est bien ou pas, mais je pense qu'il faut plusieurs années pour marcher et à la base, quand j'avais été la première fois, je m'étais donné 3 ans pour marcher, quoi, en fait, pour essayer de penser à vouloir faire un résultat et j'ai préféré arrêter avant parce que j'ai vu que le danger était quand même trop présent. Là, tu as vraiment pris conscience, en voyant les choses qu'on voit au Tourist Trophy, que Voilà, qu'il fallait valait mieux que je décoller. prenne ma 125 DTMX, que je traverse l'Europe pour aller à Sarajevo et en Turquie, à Istanbul, manger de la glace. Dans les trucs les plus fous, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ouais, alors je parle pas forcément du Tourist Trophy, ouais, là je suis allé trop loin. Heu Ou est-ce qu'il y a quand même, en fait, vu de l'extérieur, en pensant au Chevalier Groland ou à Serge Nuc, on a cette impression que tu vas au-delà des limites, tu vois. Oui, parce que moi, avec des motos, j'ai fait plein de choses. J'ai roulé sur l'eau, j'ai cherché à repousser, C'est par ça, exemple, les limites, exactement. quoi. Mais sans aller forcément trop loin, parce que quand je roulais sur l'eau, le pire qui pouvait m'arriver, c'était de couler quelque part. Donc, vu qu'on avait sécurisé le système en mettant des skis sur la roue avant de la moto, on pouvait pas passer par-dessus, puis ça pouvait pas être un gros crash. Donc, je savais nager, j'avais. Moi, j'ai vu quand j'étais gamin, j'ai vu une vidéo de toi faire une course contre une voiture de rallye, je sais plus si c'était une Subaru ou je sais. Exact. Et je me rappelle, vous avez débriefé avec le mec, ouais, mais moi, c'est parce que moi, je coupe là tout droit. Toi, t'es obligé de. Pareil, le R1, c'était en En Laponie. Laponie, ouais. Donc, ça, c'est des trucs de fou, tu Ah, on vois. avait fait Donc là, 200. pour toi, ça, c'est. Ouais, c'est C'est pas. normal, c'est Ouais, normal. c'est ça. C'était sur un lac gelé, c'est le circuit du Castellet. Tu as la dernière Ah, erreur. C'est le mais circuit du Castellet recréé à ils ont recréé l'identique. le circuit du Castellet. Ok. Exactement. Et j'avais donc une 1001 de l'époque avec le traction contrôle et des clous de 26 millimètres, quoi. Donc 26 minutes. c'était vraiment. Et c'est des moments privilégiés. Donc le lac, il est énorme, il est que pour toi. À ce moment-là, tu démarres la moto, tu te dis, putain, mais je suis le seul au monde à faire ça. Ah, c'est. Même Rossi, pilote officiel Yam, il n'était pas là à ce moment-là, quoi. Moi, j'avais la dernière erreur avec des clous comme ça et la ligne droite du Castellet. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets à fond, tu passes tes vitesses, tu te caches derrière la bulle, il se passe rien.
et je regarde mon compteur, 258. Je dis, écoute, c'est plutôt pas mal. J'ai refait un tir après pour essayer de dépasser cette vitesse-là. Et là, il y a un morceau de pneu qui s'était arraché avec des clous et qui était venu taper l'arrière de ma moto. Bon, pas mes fesses, mais je pense que ça m'aurait transpercé. Et à partir de là, on a arrêté de faire ces bêtises de kilomètres lancés. Je te parlais de limites, de peur, d'insouciance. Comment t'expliques que toi, t'arrives à rouler à 250 sur la glace et que moi, j'y arriverai pas, par exemple? Mais là, tu y arriverais parce que la glace, il n'y a même pas un mur, c'est juste un mur de neige. Alors, Mais j'ai dit justement, glace, mais ça peut être le rallye, par exemple. On parle de rallye voiture, mais rallye moto, c'est tout autre chose encore. Et le ouais, Tourist Free, c'est tout autre chose. On sait qu'il y a des pilotes de grand pic qui n'osent pas le faire. On sait que Giacomo Agostini l'a fait auparavant, etc. Mais aujourd'hui, des pilotes actuels ne veulent pas tenter de faire des choses comme ça. Pourquoi toi, tu le fais? Pourquoi tu arrives à le faire? Quelle est la case que tu n'as pas ou que tu as en plus que les ouais. autres n'ont pas? Moi, ce que j'aime, c'est anticiper et découvrir, en fait. C'est pour ça que les courses sur circuit, j'en ai fait qu'une saison des 24 heures du Mans, le bol d'or, parce que c'était trop répétitif. Moi, je suis un motard lambda, je me considère comme ça, et j'aime rouler sur la route et sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le virage. Le frais d'improviser, de rentrer dans un virage, est-ce qu'il va se resserrer ou pas? C'est ça qui me plaît, moi. Et c'est ça qui rejoint aussi une aventure. Dès que je roule, pour moi, c'est l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer dans le virage suivant, sans forcément rouler vite, parce que je roule pas tout le temps à fond, sinon j'aurais plus mon permis. Bon, il y a quand même pas mal de moments où je roule vite parce que chez moi ou au Groland, on est bien servi. On va dire, on a des belles routes pour ça, mais voilà, c'est pas tout le temps à fond, mais c'est simplement le plaisir de rouler, de découvrir l'au-delà. Vivre l'instant et toujours Exactement. découvrir tout autre chose. C'est vrai que ça c'est une vraie définition de l'aventure, hein, être dans l'instant présent et découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Et ce côté répétitif du circuit, je l'entends. Ouais, c'est clair Ouais. qu'au bout d'un moment, je peux comprendre que ça peut être un peu ennuyeux au bout d'un moment. Surtout quand tu découvres des choses qui sont différentes et où C'est tu ça. vis des sensations. Parce que ce que toi, tu arrives à faire, c'est mêler quand même la compétition et cette découverte du virage d'après, etc. Exactement. Est-ce que dans ce monde un peu devenu aseptisé que moi je connais et où je grandis, et les vidéos que moi j'ai connues, est-ce que tu sens qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut être le chevalier au Groland qu'on a été, que tu as été avant, aujourd'hui? Est-ce qu'on Ouais, peut faire autant de conneries que tu faisais avant? En fait, c'est ça la ouais, moi je question. pense que oui, parce qu'il y a des choses qu'on peut se permettre en restant poli et, et juste le but, voilà, faut quand même se donner des limites. Mais des fois, il y a des vieilles photos de moi qui ressortent dans des conditions un petit peu décalées. Les gens me disent, tu pourrais plus faire ça. Je dis, ouais, non, je pense que je pourrais le faire encore, quoi. Parce que ben, il faut pas avoir peur du ridicule. Des fois, j'ai fait des trucs un petit peu débiles, mais il y avait rien de méchant là-dedans et je pense qu'on peut quand même le faire, quoi, en fait. Mais justement, si moi je me rappelle de gens qui ont fait ce genre de choses, je pense qu'à toi. Même aujourd'hui, Mm. il y a personne qui fait ce genre de truc. Non, non, pas forcément. Ouais. Donc, il y a peut-être une insouciance dans la jeunesse qui s'est perdue. Tu devrais faire une école de délire, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es toujours chevalier du Groland. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire au-delà de toutes ces choses, de toutes ces conneries? Je sais que tu as fait du cinéma, c'est là où je voulais Ouais. t'emmener en fait. Ouais. Toi, ça t'a permis. Ben ça, En fait, c'est pour ça, c'est une vraie vie d'aventure. Tu as fait énormément de choses en fait. donc quelque part, ouais, quand je me suis retrouvé chevalier de Groland, c'était surtout la compétition qui nous animait. Et en fait, plus tard, les mecs de Groland m'ont appelé, m'ont sollicité pour le tournage d'un film. Et on avait mis justement dans une scène avec Depardieu, ma moto qui roule sur l'eau, quoi. En fait, il y avait un truc et ça a commencé comme ça. Donc du coup, après, ben, les Grolandais, ils m'ont donné chaque fois un peu un droit à l'image où ils me faisaient venir tourner avec eux sur des films ou sur des tournages pour de sketchs. Dès qu'il y avait un petit peu de moto, ben, ils essayaient de l'intégrer dans l'émission et de me mettre en valeur, soit dans mon personnage, soit dans des personnages, on va dire, de doublure aussi. J'ai fait pas mal de doublures cascades parce que ben, toute mon expérience moto, elle m'a servi quelque part aussi à ça, à être compétent dans plein de domaines, que ce soit en tout-terrain, en vitesse ou en 125 DTMX, et pour faire plein de choses différentes, quoi. Aujourd'hui, tu as des enfants. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils suivent les traces de, Oui, de, de Serge Nuc forcément. ou du Chevalier au Groland? Aujourd'hui, on partage une passion, mais c'est toujours la moto avec Joey. Lui, il s'est spécialisé dans les courses de sable. Donc là, il était la semaine dernière au Touquet. Il a fait 18e au Touquet. Bon, il n'est pas content parce qu'il aurait aimé rentrer dans le top 10. Il a que 19 ans. Il va pouvoir en faire des Touquets. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et on partage cette passion. Donc c'est clair qu'en ce moment, je suis plus mécano que pilote. Mais ça ne me dérange pas parce que lui, il est en train de devenir pilote. Et on est en train de faire un beau passage de témoin. Et tu l'accompagnes dans cette aventure. Exactement. Si demain il te dit, je veux faire
le Tourist Trophy? Ah, mais il s'appelle Parce que Joey. par rapport à tout ce que tu Ouais, m'as dit, tu vois? ouais. Mais le Tourist Trophy, c'était la superstar là-bas, c'était Joey Dunlop. Et aujourd'hui, si mon fils s'appelle Joey, c'est quand je l'ai fait, mais ma femme était enceinte de Joey. De OK. Joey. On ne savait pas comment l'appeler ce petit garçon. Et en rentrant de l'île, parce que je suis rentré de l'île vivant, mais le petit garçon qui était dans le ventre de sa maman, bon, on l'appelait Joey en hommage et en respect à Joey Dunlop. Donc, au début, je me suis dit, voilà, ben, on va faire un champion, on va l'enfermer dans une pièce noire, on va pas lui apprendre à parler, et on va lui mettre des vidéos du Tourist Trophy jour et nuit, avec des biberons. Et on a commencé comme ça, et pour ses 18 ans, on ouvre la remorque et on le lâche là-bas. On a créé une machine pour gagner le Tourist Trophy. On n'a pas fait ça. On a fait une machine à plaisir. Il s'est fait plaisir sur plein de motos différentes. Et aujourd'hui, son dada s'est roulé à fond sur les plages, à 150 sur des plages, et se faire plaisir. Et donc, je l'accompagne là-dessus. Super. Et j'espère pas qu'il me dira, papa, je vais aller au Tourist Trophy parce que j'aurais trop peur. Rien qu'au départ du Touquet, quand ils sont 1300 et que tu entends toutes les motos qui partent et tu sais que tu as ton gamin qui est là, tu dis, oh là 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 là. Là, j'avoue, tu as plus peur que si c'était toi, au Ben, final. bien sûr, bien Eh sûr, ouais. bien sûr. Et de toute façon, même moi, je me fais peur. C'est-à-dire que sur la moto, j'ai rarement peur. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand je vois des vidéos de moi, je dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça, C'est quoi. Ou avec des motos qui bougent. Et c'est plus impressionnant, je vous rassure, ceux qui sont les gens que j'ai impressionnés à travers mes vidéos, c'est plus impressionnant parfois de l'extérieur qu'à faire en vrai, quoi, tout simplement. Tout simplement, quand on voit des vidéos du Touquet où les mecs, quand on voit dans les lignes droites, les motos qui bougent dans tous les sens, ça, sur la moto, on le ressent pas trop par rapport à ce qu'on voit. Par contre, il y a des choses parfois inversement. Là, en faisant de la compétition par procuration, est-ce que toi, ça te titille un peu quand même? Est-ce que tu as envie de refaire des choses dans la Non, compétition ou chaque chose a son temps. Voilà, moi c'était une autre époque. Maintenant, je commence à devenir un vieux monsieur. Donc il faut que je me préserve encore. Et je vis de la course par procuration parce que ben, je considère que parfois c'est un jeu, mais c'est qu'elle devient presque un travail. Je vois comment il se professionnalise, mon fils. Donc quand tu as des belles récompenses après derrière, c'est plutôt agréable. Et mais tu es toujours avec un guidon proche de toi? Aujourd'hui, ça, tu oui. disais que tu transmets ton savoir, mais plus de la façon Serge, donc ce côté professionnel que tu avais. Donc comment on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut au Pays Basque faire un stage ou C'est à Pau, ça. c'est Au ça? Pays Basque, c'est sur les traces du chevalier, c'est sur sergueï.fr, c'est mon site internet, où là, ben, on s'inscrit et si on veut, on peut faire une journée découverte des Pyrénées avec des conseils sur route. Et le lendemain, c'est une initiation à la piste au circuit de Poarnos. Ça va faire 20 ans l'année prochaine que je fais ça. Ça fait 20 ans. Ouais, que C'est j'accueille. hyper gratifiant, je trouve, de transmettre Ouais, ouais. son savoir. Ouais. Et je revois des gens qui parfois doutaient sur leur potentiel en moto, et quand tu les vois repartir avec du sourire, de la confiance, et voilà, ça fait plutôt plaisir. Et parfois il y a des redoublants, des gens qui ont besoin de revenir pour repratiquer, et c'est plutôt agréable à recevoir. Ça, c'est ma partie stage route et circuit. Et après, il y a des journées qu'on va faire avec Julien Tourgnotti à Alès, où là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce que c'est une piste de rallye qu'ils ont là-bas, et on peut vraiment travailler des choses essentielles qu'on retrouve sur des routes, on va dire, de montagne ou des routes très dégradées. Donc c'est plutôt sympa aussi à travailler. On arrive sur la fin de notre épisode. Je vais te poser des questions qui sont un peu rapides. Si tu n'avais pas fait de moto, tu aurais fait quoi? Du vélo, Deux roues, quoi, direct. 2 roues, ouais. Deux temps ou quatre temps? Ouais, dur, hein. Ben, j'ai eu les deux, donc le 2 temps, ça puait un peu, surtout justement avec les DTMX, mais c'était encore, je vais revenir à ça, parce que nous, le problème par rapport aux XLS, c'est qu'on devait faire le mélange. Donc Eh il fallait oui, qu'on trouve de l'huile. Je me rappelle qu'on perdait les bidons de nuit, qu'on faisait demi-tour parce que les bidons étaient perdus. Donc non, les 4 temps du coup. quel quatre temps du coup? On a trop galéré. Carbu ou injection? J'aime bien les deux. Le carbu, c'est plus sauvage, l'injection, c'est plus doux. Maintenant, je vais dire injection parce que je suis devenu un vieux con. La moto de tes rêves, si tu dois choisir, là on est au S2R, il y a plein de motos, si tu dois en choisir une seule, La 125 DTMX, sans hésiter. sans hésiter. Si demain tu pouvais créer ta propre épreuve, tu as fait des épreuves de foot, tu as fait le Scorpion, tu as fait Moto Tour, etc. Si toi, c'est tes propres règles, c'est toi qui crée ta course, ce serait quoi les règles et ça serait avec qui? Mais je l'ai déjà fait, ça. J'avais organisé le Touquet chez moi pendant le Covid. Ah oui, oui, Je oui. m'étais fait livrer 100 tonnes de sable dans ma maison, et avec mon fils, on a fait des courses en live pour faire rigoler les gens. J'ai fait aussi en Nouvelle-Calédonie, je me suis fait déposer avec un bateau dans un îlot. Et en fait, c'était normalement le Touquet, c'est 1000 pilotes qui essaient de faire un tour. Et moi, j'étais tout seul et j'ai fait 1000 tours autour d'une noix de coco. Et ça, je l'ai vraiment fait. Donc c'était en même temps que le Touquet en France. Moi, j'étais là-bas et j'avais eu cette idée-là.
Si tu Donc pou- voilà les événements que j'ai organisés. Je suis tout seul dans ma catégorie en fait. Ah, voilà, ouais, tu peux que gagner. Ouais. Si tu pouvais donner un seul conseil au petit Serge qui était tout gamin, tu lui dirais quoi? Ben vas-y, fonce sur ce que tu as vu, quoi. Un jour, j'ai vu un DTMX traverser un ruisseau à côté de chez moi et c'est ça qui m'a donné, je pense, envie de faire de la moto. Après, mon voisin, c'était David Castera. Ouais. Donc, ben, lui, il m'a aidé à faire de la moto aussi parce qu'il en avait déjà. Donc, ben, il faut croire en ce que tu vois et foncer dans tes rêves, quoi. Un rêve que t'as. Le rêve ultime. Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Ouais, ça va être complètement décalé, mais ça serait peut-être du wingsuit. Ah ouais? Ok. Mais tu fais Mais déjà. j'ai peur, non, mais j'ai peur du haut. C'est chaud quand même Ça ça. serait un rêve, quoi, de pouvoir voler quelque Ouais. part. C'est encore une autre dimension, ça doit être doux. Ouais. Ah ouais, ça doit être folie. Hein. La moto m'a permis de voler. Grâce à la moto, j'ai fait des sauts en tout terrain que j'aurais jamais pu faire avec mes jambes. J'ai sauté des barres rocheuses, j'exagère pas. Il y a des fois des distances impressionnantes que j'ai pu sauter grâce à ma moto et elle m'a permis de voler. Et c'est pour ça que souvent j'ai toujours préféré le tout terrain à la route ou à la vitesse parce que ça m'a permis de côtoyer un petit peu les airs. Donc pour en revenir, c'est plus les sauts qui Les sauts ouais, qui te font. me font toujours plaisir. Et c'est pour ça que le Tourist Trophy c'était bien. Il y a des sauts à outrance, à 250, on fait des sauts. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques sauts à mon humble, en étant un petit pilote d'enduro. Il y a cette sensation de ralenti. Ouais, voilà. Ouais. Tout C'est s'arrête dingue. à un moment Ouais, donné. Ouais. c'est Un fou. peu d'apesanteur. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai trouvé ça toujours impressionnant. Dans 20 ans, quand on parlera de toi, t'aimerais qu'on dise quoi de toi? Bonjour chevalier. Il y a une avant-dernière question. S'il y a quelqu'un que tu aimerais écouter dans ce podcast qui est Rider Radio, tu aimerais écouter qui? Hmm. Le capitaine Morgan. Ouais, il est Captain Morgan? Je l'ai vu passer en Ouais, je plus. l'ai passé aussi. Captain Morgan, on lui envoie l'invite. Et tu dirais quoi? Lui, c'est un vrai aventurier. Par Ouais, contre. ouais, il a fait un Je le suis dans les réseaux sociaux. Il va dans des pays de malades. parti en Il finit Afrique. comme un pouilleux, les cheveux dégueulasses. Alors que là, il était nickel. Là. Il a triché. Et tu dirais quoi à un minot qui a envie de vivre une vie comme la tienne? Qui n'a pas besoin de grand-chose pour quelque part se faire plaisir. Ouais, t'as Euh, parlé de 125 DTMX pour aller exactement. à Istanbul, t'as pas besoin de. Que de j'ai grand chose. commencé avec des mobilettes, donc on peut y aller avec vraiment peu de moyens en fait. C'est encore une fois croire en ses rêves et foncer quoi. Écoute, on va finir sur ça. Merci Serge Nuc, merci Chevalier. Vraiment, c'était un vrai honneur de t'avoir sur ce podcast et ici à Lyon au S2R. Donc je te dis à très bientôt. On te retrouvera sur YouTube, sur ma chaîne, aussi sur S2R et aussi en podcast avec Apple Podcast, Spotify. Et j'espère te croiser au Pays Basque parce que Sébastien, c'est surtout Sébastien, il a besoin d'apprendre quelques skills à moto. Moi, ça va. Bienvenue Ah non, je chez déconne. moi. Moi aussi, j'ai besoin. Chez moi. Merci encore. Banzai. Banzai. Merci mec. Merci à toi. Merci à vous. Il y a mon bof David Castera qui est passé et qui s'est moqué de moi, il a rigolé. Il est là-bas.